Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Retrouvez-moi tous les premiers jeudis de chaque mois pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode consacré à Elicatim. En compagnie de Karine et de son équipe, Elisabeth Marandet, Marc Le Sueur et Olivier Ferrari, vous le verrez, les sujets sont nombreux. On discutera ensemble de leur rapport respectif à la société, de leur carrière professionnelle et de la vie avant Elicatim. On tordra également le cou à différents clichés sur le monde de la défense en parlant notamment de la place de la femme dans ce milieu dit masculin. Alors, on enchaîne tout de suite avec la fin de l'épisode précédent. Avant l'arrivée de ces troupes, nous parlions avec Karine de la méthode d'apprentissage linguistique mise en place par Elicatim. Je vous souhaite une très belle écoute. Et concrètement, alors, la méthode Elicatim pour les langues, qu'est-ce que c'est ? Alors, la méthode Elicatim, on aime bien dire que c'est... maman dit souvent que c'est des recettes de cuisine appliquées au monde de la linguistique pédagogique. Non, plus sérieusement... En fait, l'idée, c'était d'être capable de contextualiser l'ensemble de ce qu'on apprend. En général, pour les langues, il y a une philosophie qui est de dire, ok, vous allez avoir 20 heures, 30 heures, 40 heures de cours d'anglais général, d'accord ? Vous allez apprendre la concordance des temps, le préféré, enfin tout ce qu'on a fait, la liste des verbe irréguliers, voilà, enfin tout ce qui donne des boutons à la majorité des gens. En plus, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Moi, je sais que j'ai plus appris l'anglais. Bon, j'ai habité très longtemps au Canada, mais j'ai plus appris l'anglais par les séries, tu sais, par des choses, des livres qui me plaisaient, qui m'intéressaient vraiment. Il faut revenir sur la base de la communication, à savoir, un enfant n'apprend pas à parler dans sa langue maternelle en commençant à travailler son passé composé et son présent. Donc, on n'apprend pas à un enfant la conjugaison avant d'apprendre à parler. Oui. En fait, l'enfant apprend à parler dans une situation de contextualisation. Alors, l'extrême dans la pédagogie en général linguistique, c'est de dire, ok, vous faites une semaine en Angleterre, on va vous parler anglais du matin au soir et vous allez retenir. Évidemment, votre cerveau va retenir des éléments. C'est ça. Mais le problème, c'est que ça, c'est une bonne méthode, parce que ça marche bien, mais il faut du temps. Donc, c'est-à-dire que vous avez 3 semaines en Angleterre, vous avez 3 mois, 2 ans, peu importe, vous allez forcément monter en puissance votre niveau. Ce qui est important, parce que la contrainte que nous, on a, c'est la contrainte de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers dont je parlais, les métiers de crise, ils n'ont pas 350 heures par personne à attribuer à la formation. C'est combien d'heures en gros qu'ils vous laissent quand ils t'appellent Alors c'est très très variable, mais je me rappellerai d'un cas avec justement la LAT, qui étaient donc leurs avitailleurs. Donc les avitailleurs, c'est les gens qui vont aller déployer un plot, comme ils appellent ça, pour ravitailler des hélicoptères, voilà, au milieu d'une part. Si j'ai dit des bêtises, je m'excuse auprès de tous les militaires que j'ai formés, parce que c'est pas simple comme exercice de retraduire la traduction que moi j'ai compris, pardon, à un moment ou à un autre. Donc, ces gens-là, c'est un public ultra qualifié, militaire du rang sous-officier, qui connaît parfaitement son métier. C'est des gens on avait des gens qui avaient 15 ans, 20 ans d'expérience dans leur métier militaire, et qu'il fallait former en 2 jours, et qui partaient de zéro. Quand je dis zéro, c'est-à-dire il y en avait qui n'avaient vraiment pas de connaissances particulières en anglais. Et en fait, comment on fait ça ? C'est parce qu'en 2 jours, ce qu'on va leur apprendre, c'est pas à parler anglais et à maîtriser la langue de Shakespeare, et à maîtriser en plus leur métier. C'est de maîtriser les messages qu'ils ont besoin de faire passer dans leur métier, avec les éléments clés de langage qui vont autour. Et donc la méthode, le premier point, c'est la contextualisation, en fait. Puisque tout ce que Elisabeth va leur apprendre va s'intégrer dans un cadre en lien avec leur métier opérationnel. Le deuxième socle, c'est de toujours comprendre ce qu'on fait. Et la troisième, c'est d'être capable vraiment de travailler que ce dont on a besoin. Donc c'est ça qui est important dans la méthode, c'est cette contextualisation permanente. Et le fait de mettre en application tout de suite. D'accord, donc ça veut dire que toi aussi tu te formes, enfin Elisabeth se forme au langage technique, on va dire, de toute cette envie.
qui me permet du coup d'introduire toute l'équipe qui vient de nous rejoindre. En fait, je pense que le plus simple pour présenter l'équipe, c'est de commencer par le commencement. Donc, Elisabeth qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Voilà, merci d'être là. Donc, qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa fille ? Pour nous, ça, c'est plutôt positif. Ouais. Même si c'est effectivement pas toujours simple de travailler en famille. Dans les bons moments, ça va très bien. Quand il y a des tensions dans le travail qui se prolongent, forcément, on peut pas dire que ça soit complètement hermétique et qu'on sache totalement fermer la porte. L'handicap aussi, c'est qu'on a tendance à parler boulot 7 jours sur 7, 24/24. Il n'y a jamais de relâche. Voilà, c'est compliqué des fois de relâcher, mais en même temps, on partage tellement de choses que c'est très enrichissant. On sait plus trop qui est la mère et qui est la fille, mais c'est pas grave. Ok, donc si j'ai bien compris tout ce que Karine m'a raconté, c'est beaucoup toi qui va former les troupes, qui va sur le terrain pour former. Donc c'est toi qui as monté toute la méthode, la méthode pédagogique. Comment tu t'y es pris ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que même en ayant déjà expérimenté travailler des méthodes en français pour étrangers, etc., parce que le but a toujours été de simplifier la chose, de la rendre le plus clair, le plus simple possible, trouver ce que j'appelais la ligne jaune, comme dans le Magicien d'Oz, qu'il faut essayer de suivre si on ne veut pas se perdre corps et âme. Le fait est que quand je suis arrivée dans ce milieu-là, j'étais relativement confiante en me disant que de toute façon, 30 ans d'expérience, d'avoir enseigné la langue des fous, qui est le français, à toutes sortes de nationalités. Quand on enseigne le français à un Anglais, faire le contraire, c'est piece of cake, comme ils disent. Voilà, c'est très facile. Et en fait, pas du tout. Dès les premières expériences, je me suis aperçue que, non, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Sinon, peut-être, justement, effectivement, cette capacité à simplifier les choses. Et donc, il a fallu que je recommence à zéro, que je prenne... et pour ça, il fallait que j'aille sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir réellement créer une méthode dans le sens savoir comment on peut faire passer les messages. Qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit éliminer, de manière à avoir, je dirais, un outil simple, efficace et qui est en cible avec leurs besoins et le temps qu'on leur donne pour faire les choses. Parce que le facteur temps était quelque chose que je ne connaissais que peu avant. Les civils, ils ont le temps qu'ils ont. Je savais qu'à un moment ça allait s'arrêter parce qu'ils en avaient un peu marre d'apprendre une langue ou qu'ils avaient atteint leur objectif. Alors que là, c'était vraiment quelque chose qui était un élément prépondérant. Qu'est-ce qu'on pouvait garder dans ce timing-là, qui aurait fait sens, et qu'est-ce qu'il fallait éliminer. Et donc, ça a été en allant sur le terrain. En plus, il fallait connaître l'environnement, complètement différent de ce que j'avais connu, la façon de penser, la façon d'apprendre, appréhender également leur façon de voir l'enseignement de la langue, généralement très négative, d'accord. Au secours à moi, j'étais à l'école, j'ai toujours été nulle, le ou la prof d'anglais était mon cauchemar, voilà. Et donc, le but, et je dirais le challenge, c'était de les voir arriver la tête en bas, basse, les épaules rentrées, et les rangers qui font 10 km derrière parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'y aller, et de les voir ressortir en disant finalement on s'est éclaté aujourd'hui, c'était super sympa, et voilà. Donc déjà, si on atteint ce but-là, c'est énorme, et c'est ce que je recherchais, et qu'ils aient pour cela l'impression d'avoir réussi quelque chose. Pour réussir quelque chose, il fallait qu'ils aient achevé au moins un module, un chapitre, quelque chose qui tenait d'un bout à l'autre de la séance, et qu'ils ressortent avec ça. Donc, il est évident qu'il n'était pas question de passer par l'apprentissage traditionnel, que de toute façon, je n'ai jamais suivi dans ma carrière. Je suis un peu un mouton noir dans le milieu de l'enseignement. T'étais à l'éducation nationale ou Non. Non, pas du tout. En fait, je sais pas si Karine a raconté, mais bon, il se trouve que lorsque j'étais en expat au Liban, j'avais prévu une carrière complètement différente, et puis pour des raisons diverses et variées, je suis rentrée dans l'enseignement. Et j'ai aimé. Vraiment, j'ai été intoxiquée tout de suite. Et dépendante même, c'était ça qui était de... Et j'ai donc commencé très très jeune, j'avais 18-19 ans.
parce que j'ai passé mon bac et à l'époque on pouvait enseigner directement. Donc je me rappelle avoir regardé sur la liste au lycée français, je suis reçue au bac, et avoir franchi la porte à côté du proviseur en disant vous avez un poste, alors oui, vous allez faire des CM1 à partir de l'année prochaine. Bon, d'accord, très bien. Voilà. Donc j'ai appris sur le tas, mais aussi, et je pense que c'est une force qui me permet de mieux comprendre leurs difficultés, c'est que j'ai jamais appris rapidement. J'étais une élève lente. Un diesel, c'est-à-dire qu'il me fallait du temps pour démarrer. Une fois que je démarrais, ça allait, mais on avait du mal à comprendre que je n'apprenne pas tout de suite, que je ne mémorise pas tout de suite, et donc il y avait des méthodes qui ne me convenaient pas. La méthode du tout en anglais, où je me rappelle d'espagnol, tout en espagnol. En anglais, ça avait été progressif, et en espagnol, elle a voulu parler exclusivement espagnol. Dès le premier cours, j'étais perdue. Et à partir du moment où j'étais perdue, je n'ai jamais pu... j'apprenais par cœur des morceaux dont je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Mais ça sonnait bien à l'oreille. Moi, j'essayais de répondre à quelque chose. Voilà. Et ça, je pense que savoir se mettre à la place dans les chaussures des gens qui sont en face, ça m'a beaucoup aidée en français pour étrangers. Parce que j'étais la seule à ne pas dire « Ah c'est évident ». Non, c'est pas évident. C'est évident pour toi parce que c'est ta langue, mais c'est pas le cas. J'en ai appris 3... Donc, je me suis bataillée aussi. Donc, c'est français. Français, c'est la langue maternelle, mais anglais. L'anglais, le libanais, puisque j'ai vécu 10 ans au Liban. L'italien, parce que j'ai vécu alternativement en France et en Italie. Donc, c'est 3 langues. Et toujours sur le tas. C'est-à-dire jamais de façon académique. Je suis l'anti-académique. Et malheureusement ou heureusement, j'ai toujours eu quand j'étais à l'université, mes professeurs me disaient que j'étais plutôt bonne dans ce que je faisais. Et c'est vrai que généralement, j'ai des bons résultats. L'idée, c'était d'arriver à créer quelque chose qui soit efficace, rapide, facile à comprendre, et en même temps transmettre donc ensuite aux formateurs qui, eux, ne sont pas des linguistes. Et le problème, c'est qu'ils connaissent très bien leur métier, ils l'ont fait toute leur vie, parfois même ils sont natifs, donc forcément, on n'a pas besoin de leur apprendre leur langue. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que je puisse leur apprendre ou leur apporter quelque chose. Parce qu'ils ont tendance, justement, à faire du métier et non pas de la langue. Donc je leur dis, mais ils n'ont pas besoin, le métier, ils connaissent ce que c'est qu'une radio, et comment on fait des coms radio, ils le savent, ils l'ont toujours fait toute leur vie, ou bien leur procédure de décollage, d'atterrissage, de peu importe. Le doigt dans le nez. Voilà. Bon, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est important, c'est de savoir comment ils doivent le faire, et en même temps, à quel rythme, quelle rapidité, et surtout, comment introduire les choses. Et en général, c'est toute une affaire d'équilibre, de dosage. Ça ressemble beaucoup à la cuisine. Trop de sel, pas assez de sel, trop de poivre, pas assez de poivre, l'harmonie des choses les unes avec les autres. Et c'est tout un équilibre. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui aient cet équilibre-là. Il faut donc leur apprendre. Et donc mon travail, c'est de leur apprendre comment enseigner la langue, et non pas le métier. D'accord, oui, voilà. C'est ce sur quoi on a conclu. Donc apprendre à des spécialistes métiers comment... transmettre le parler dans la langue dont on a besoin après sur le terrain pour être efficace opérationnellement parlant. Mais je reviendrai juste sur ce que vous avez dit tout à l'heure, pensant que c'était moi qui devais apprendre le langage. Quelque part, je le fais. Oui, il faut quand même une certaine connaissance. D'accord. Alors, des fois, ça embête un peu parce que je mords sur des plates-bandes qui ne sont pas les miennes. Ils me regardent gentiment en disant « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Bon, je suis quelque part obligée de le faire parce qu'il n'est pas possible de pouvoir leur donner les outils pour enseigner si on ne connaît pas un minimum ce qu'ils font. Voilà. En plus, j'ai un esprit curieux, donc j'ai envie de savoir, parce que je peux pas, pour moi, je peux pas enseigner ou je peux pas concevoir comment faire passer le message si je comprends pas le message. Et puis surtout s'entourer. Donc je vous regarde tous les deux pour se mettre dans les bottes justement des gens qu'on va former. Qui est arrivé en premier ? Enzo, le fameux Enzo Ferrari. Et donc du coup, toi, comment tu t'es retrouvé dans l'aventure ? Totalement par hasard. Tout est une histoire de hasard chez Elikatime. Oui, mais quand on creuse, en fait, on se rend compte que non, il n'y a pas de hasard. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je suis arrivé en fait au tout début de la création d'Elikatime, même juste avant la création d'Elikatime, puisque Elikatime, enfin en tout cas Elisabeth et Karine, venaient d'avoir une demande issue d'un régiment des forces spéciales armées de terre. Pour les aider à former à un anglais très spécifique qui est l'anglais du JTAC. JTAC, ce sont, pour faire simple, les gens qui sont au sol,
qui sont issus des différentes forces armées françaises et qui sont chargés de guider des frappes aériennes quand les forces amies et ennemies sont tellement imbriquées qu'il est très compliqué de savoir qui est qui. Les fameux qui font peur aux banques. Voilà, c'est cela. C'est à cause de toi. C'est beaucoup à cause de moi. Ouais. Ah bah voilà, on a trouvé le... Enfin, le coupable, c'est moi. Et donc, en fait, ce fameux régiment des forces spéciales, qui fait partie des régiments d'élite et des armées françaises, avait un fort besoin d'un gros nombre de JTAC, puisque eux travaillaient en équipe constituée, en groupe constitué, pas très nombreux, d'une dizaine de personnes, enfin, ça dépend des groupes, mais ils avaient en fait plus de besoins en nombre de personnels JTAC qu'un régiment standard. Donc, ils envoyaient énormément de gens se faire former. C'est des gens qui avaient des prérequis en langue anglaise qui étaient plutôt plus élevés que la moyenne des militaires français, puisque l'enseignement se fait au sein d'une école franco-allemande homologuée par l'OTAN, et l'enseignement se fait en anglais. Et que toutes les procédures se font en anglais. Parce que ce sont des procédures OTAN et en fait interalliées américaines aussi. Donc les gens étaient recrutés sur ce niveau d'anglais en interne. Ils devaient passer des examens d'anglais pour avoir un niveau d'anglais, donc c'était un plutôt très bon niveau d'anglais. Ils étaient dans le dernier quart supérieur des gens qui parlent anglais au sein des forces armées françaises. Et malgré ce supposé excellent niveau, ils avaient 50% d'échecs à la formation à cause de l'anglais. Ce qui semblait pas bien compatible. C'est beaucoup 50%. Alors non seulement c'est beaucoup, mais surtout ça impliquait au niveau du régiment un déficit capacitaire, pour parler militaire, qui fait qu'ils n'avaient finalement pas assez de spécialistes formés à ça pour pouvoir couvrir leurs réels besoins en opérations extérieures. Et les forces spéciales, ils font des réelles opérations extérieures et quand ils ont un besoin, ils ne peuvent pas se permettre d'y aller sans que ce besoin soit couvert. Ouais. Donc ça leur posait un réel problème. Et donc Elikatym a été chargé, entre autres par ce régiment, de monter un programme et de voir de quelle manière on pouvait aider ces gens-là pour les former à un anglais très spécifique qui n'est limite pas de l'anglais, c'est une langue spécifique JTAC, mais avant qu'ils puissent faire cette formation-là. Et donc j'ai été contacté par le biais d'un réseau d'anciens militaires, puisqu'Elikatym connaissait ce réseau et donc est allé chercher. Ça m'a intéressé, pourquoi ? Parce que j'ai été JTAC pendant presque 15 ans. Oui, si on revient sur ta carrière, tu étais ton premier métier dans l'armée de l'air, c'était navigateur sur Mirage 2000D. Non, N. Merde. Non, voilà, navigateur sur Mirage. Donc sur 2000N. 2000N. Oui, voilà. j'ai fait ça 25 ans en tout, 26 même. Et donc oui, j'ai été navigateur sur Mirage 2000N à une époque où le 2000N ne partait pas en OPEX. OPEX, c'est opération extérieure. Voilà. Hormis pour la période des Balkans, la Bosnie en 93-94, mais je n'ai pas participé moi à cette opération extérieure avec mon escadron. Et ça m'a rapidement démangé de savoir ce qui se passait, d'être témoin moi-même de ce qui se passait. Donc je me suis porté volontaire pour faire JTAC. À l'époque, ça s'appelait FAC, Forward Air Controller. J'ai été formé à la fin des années 90 pour ça et j'ai été déployé successivement en Bosnie, en Côte d'Ivoire, au Tchad, à Dakar et en Afghanistan. Donc au sol à chaque fois. En liaison donc avec le ciel. En liaison. Et mon rôle a été de faire la liaison. Alors c'est un rôle qui est très varié puisqu'il y a un aspect conseiller air auprès du commandement terrestre sur place, puisque j'amenais ma connaissance de l'armée aérienne à tous les niveaux, et aussi en termes de capacité des avions à respecter telle et telle règle d'engagement, parce que c'est fondamental, depuis les années 90 c'est fondamental, et j'avais amené ma connaissance technique qui permettait de faire physiquement les guillages aussi. D'accord. Voilà. Et j'ai été 2 ans instructeur justement dans cette fameuse école franco-allemande, à l'époque où justement elle passait sous l'estampille OTAN, et on avait demandé l'accréditation OTAN, et j'avais déjà, moi, en tant qu'instructeur sur place, été témoin des difficultés de mes stagiaires, qui entre autres, il y en a un dont je me rappelle, et qui pour moi était très représentatif, un jeune lieutenant qui sortait de Saint-Cyr, donc il y avait un niveau d'éducation dont on ne pouvait pas douter, qui était plutôt pas mauvais en anglais, effectivement, qui avait donc passé tous ses prérequis militaires, mais j'allais dire haut la main, donc personne n'avait aucun doute sur sa réussite au stage, et pourtant, alors il a réussi son stage, mais il a eu énormément de difficultés. J'ai dû moi-même le reprendre sur le terrain, lui faire des petits cours personnels de 10, 15, 20 minutes pour le remettre dans le bain, parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, mais il n'y arrivait pas à cause de l'anglais, des termes techniques qu'il n'arrivait pas à retenir, et qui étaient spécifiques au langage. Pourtant, il n'avait que ça à apprendre, puisque son niveau d'anglais était très bon à la base. Et quand il s'est retrouvé avec un avion, à l'époque en plus, les avions arrivaient en basse altitude, ça veut dire qu'il avait 40 secondes pour voir l'avion, corriger sa trajectoire, lui décrire l'objectif et l'autoriser au tir.
Ça fait flipper en fait, c'était la voix. Ne te loupe pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que j'ai le droit de me tromper, chef? Non. Non, pas là. Pas pendant ces 45 secondes. Après le reste de la journée, si tu veux, mais là, tu peux pas. On embrasse beaucoup de gens là dans cet épisode, mais coucou à toi. J'espère que ça va mieux. C'est exactement ça. Et donc je me rappelle de ce pauvre lieutenant qui était avec sa radio. Je lui avais donné 2-3 cours avant, enfin j'étais pas le seul, il avait tout écrit sur son papier, il avait envisagé tous les cas de figure, il était... Mais quand t'es en panique, tu sais, genre, merde, c'est où? Non mais c'est ça, il était plus que prêt, il avait tous ses papiers, il attendait de voir l'avion, et là, il se penche, il voit l'avion qui quasiment surgit derrière un arbre, et donc il avait à peu près ses 45 secondes pour faire son boulot, là il me regarde, je vois son air paniqué, il regarde l'avion, il appuie sur l'alternat de la radio, et puis plus rien. Ah merde. Voilà, mais comme ça, et là, l'avion passe, bruit d'enfer évidemment, et là il se tourne vers moi, il fait merde. Ouais, j'aurais dit la même chose effectivement. Et voilà, heureusement que c'était un entraînement. Cela dit, c'est pour ça que la formation existe évidemment. Oui. Mais tout ça pour dire que oui, les difficultés que rencontrait ce régiment des forces spéciales finalement n'ont pas surprise, parce que plus de 10 ans après, on en était toujours au même constat. Pourquoi? Eh bien, comme l'a exposé Karine Elisabeth, parce que la conception de l'enseignement de l'anglais dans les forces armées, c'est travaillons l'anglais de base, et ensuite greffons du technique dessus, sauf que le militaire n'a pas le temps, il ne peut pas passer 3 ans à devenir très bon en anglais de base avant de passer en anglais technique. Et de toute manière, pour reprendre cet exemple JTAC, on ne lui demande pas de parler anglais en fait, on lui demande de parler un langage spécifique JTAC qu'il faut qu'il connaisse et qu'il faut qu'il sache utiliser dans tous les cas et dans toutes les conditions. D'accord. Et toi, on peut dire que t'es un peu un... Karine, tu voulais dire quelque chose, non? Non, en fait, je disais que ce qui était intéressant, c'est justement l'association des deux. C'est-à-dire ce que Elisabeth disait, parce qu'il faut aussi de l'anglais général, il faut quand même monter en puissance le niveau global de quelqu'un, ou le perfectionner quand il a un très bon niveau, et l'anglais métier. Et c'est le combo des deux, avec l'incroyable expérience et richesse de vie que l'un et l'autre a dans son domaine, qui fait que ça a fonctionné aussi bien au niveau de la méthodologie. Comment se fait donc la fin de ta carrière militaire et le passage à l'entreprise aussi? Très simplement et très chaotiquement. Parce que c'est un vrai sujet, les anciens militaires trouver un boulot. Après, c'est vrai que toi, tu continues à travailler dans l'aviation civile, non? J'ai 3 métiers différents. Ah, très bien. Un homme occupé. Oh oui. Oui, alors en fait, ma fin de carrière, donc ça, j'ai rencontré Elika en 2015, donc ça faisait 5 ans que j'avais quitté l'armée de l'air. Ah oui, déjà, d'accord. Voilà, je me suis reconverti comme pilote de ligne dans le civil, ce qui est une reconversion plus ou moins naturelle pour les pilotes et un peu moins pour les navigateurs militaires, mais de plus en plus se reconvertissent là-dedans. Tu conduis quoi? Là, actuellement, j'essaie de conduire ma vie. et Dieu sait si j'ai du mal. Ça va rester, hein. Celle-là, tu peux. Ouais. Non, blague à part, depuis le début de la période Covid, je fais partie des gens qui n'ont plus de boulot dans l'aéronautique civile. Mais Elikatim m'occupe plus qu'à temps plein, je dirais. Donc, c'est pas tellement un problème finalement. Non, là, je suis actuellement, j'étais commandant de bord sur Bombardier CRJ 900. Okay. C'est un avion biréacteur d'une centaine de places passagers. Et donc ça, c'est mon métier, ma reconversion principale. Quand j'étais contacté par Elikatim, je me suis dit oui, c'est un sujet que forcément je connais. Il y avait une résonance pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et ça résonnait d'autant plus que je me disais, mon Dieu, mais ça fait 5 ans que je suis parti, et les problèmes sont toujours là. J'ai été instructeur il y a 10 ans et les problèmes sont toujours là. Peut-être qu'à mon petit niveau, je vais pouvoir faire quelque chose de notre côté. Mais il y a un vrai sujet. Exactement, il y a pour le coup un vrai sujet. Et c'est surtout les chiffres qui m'ont intéressé, c'est qu'ils avaient 50% d'échecs au stage de formation. Ce qui est quand même énorme pour un stage de formation qui dure 6 semaines d'affilée, avec beaucoup d'heures de vol d'avion de chasse, c'est-à-dire un coût de formation qui est énorme. Sachant que c'est des promos. Oui, donc c'est bien si ça réussit. Des promos de 15 on est content si ça réussit, quoi. Voilà. Et quand un régiment envoie 4 ou 5 de ses personnels se faire former et qu'il n'y en a que 2 qui reviennent former, on voit que tout de suite, oui, ça coûte très cher. Alors évidemment, c'est pas le régiment qui paye, c'est même pas les armées qui payent finalement, mais parce que les heures de vol concernent aussi l'entraînement des gens dans les avions. Donc ce ne sont pas des heures perdues, mais n'empêche que oui, ça a un coût et... Au-delà de ça, en dehors du coup, c'est surtout que ça impacte le côté opérationnel. S'ils n'ont pas des gens qui arrivent à passer les présélections
pour rentrer au CFA, ce qui est déjà une barrière en soi importante, et c'est en ça que Olivier est intervenu au départ, c'est le problème, indiscutablement, du fait que ils n'ont pas suffisamment de gens qualifiés, et ça se reproduit actuellement, et donc ils sont très embêtés sur le terrain parce que il n'y a pas la ressource. Exactement. Et ça peut leur poser de gros problèmes, effectivement. Donc tu as rejoint avec enthousiasme. Donc, exactement. Elicatim, et donc ton boulot actuellement, qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Alors mon boulot actuellement, c'est pour reprendre chronologiquement, parce que du coup je suis assez représentatif. Il y a eu une réelle évolution de ma fonction et de mon rôle dans la société. J'ai été recruté initialement comme formateur. Alors j'allais dire formateur plus parce que j'ai été chargé de la mise en place du programme en coordination avec binôme, Elisabeth, évidemment. Avec Elisabeth. Et Elisabeth pour la partie pédago et moi pour la partie purement technique. Elisabeth ne connaissait pas du tout à l'époque, même si elle a quelques bonnes bases maintenant. Maintenant elle peut guider tout seul. Attention. Pas tout à fait pour l'instant, mais c'est ma prochaine étape. C'est bien ça déjà. Non, mais c'est ma prochaine étape et je doute pas que je vais y arriver. Elle me semble pleine de ressources. Et donc j'étais initialement comme formateur. Comme le domaine m'intéressait, du coup, j'étais le formateur initialement exclusif dans cette matière-là pour Elicatim. Très rapidement, j'ai commencé à prendre un rôle un peu plus important au sein de la société en termes de préparation globale des stages, de suivi des stages, etc. et d'évolution des cours associés. Ce qui a permis à Karine de me proposer une place en fait de directeur des programmes techniques, c'est-à-dire un peu le pendant d'Elisabeth qui elle s'occupe de la partie pédagogique, mais moi sur la partie effectivement plus métier, sachant que j'avais en termes militaires une double casquette avec ma connaissance aéronautique pure, mais aussi ma connaissance de comment ça se passe au sol, puisque toutes mes opérations extérieures ont été faites au sol, donc intégrées au sein d'unités armées de terre, puisque j'étais pas avec des gens de l'armée de l'air au sol. Donc en termes techniques, j'avais quand même une connaissance des deux côtés qui faisait que j'étais intéressant pour Elicatim, mais je connais pas non plus tous les métiers de l'armée de terre. D'accord. Et ce poste de directeur technique, en fait, me permettait de pouvoir après m'appuyer sur nos experts métiers que nous avions recrutés pendant ce temps-là, pour moi donner quelques bases d'instruction technique et après leur laisser à eux le soin de décliner par rapport à la réalité du métier qu'eux connaissent mieux que moi. D'accord. Et là, Karine, tu disais, vous avez 20 métiers différents, 20 experts métiers, une vingtaine ? Une vingtaine de capacités métiers différentes sur les grandes thématiques métiers et globalement une quinzaine d'experts, un pôle d'experts d'une quinzaine de personnes. Donc air, terre, mer, enfin armée. Alors principalement terre aujourd'hui, puisqu'on principalement terre. À 90% uniquement avec l'armée de terre et puis un peu ministère de l'Intérieur comme je l'ai dit, ouais. Red GIGN. Et principalement, mais c'est en croissance permanente. D'accord. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est évidemment d'être présent sur les 3 composantes, mais surtout à l'export, puisqu'on a des armées extérieures qui viennent nous voir et qui nous demandent de faire maintenant la même chose sur une des 3 langues, qui est une des 2 langues qui est maîtrisée, et la 3e qui est en cours de R&D, c'est donc français pour étrangers, donc pour les pays qui ont besoin de monter en puissance leurs experts, sécurité ou militaire en français pour étrangers. Contextualisé, donc la même chose, la fameuse méthode de français pour étrangers remis au bout des forces. Voilà. La partie anglais, donc ouais. d'autres pays qui peuvent avoir besoin dans cette communication OTAN. Je pense aux pays du Golfe, je pense également à certains pays de l'OTAN, aux pays européens, les pays latins, qui rencontrent les mêmes besoins, qui ont les mêmes problèmes. Et puis également dialecte arabe qui est en préparation pour 2021. De quelle zone ? Alors avec principalement, on part sur un dialecte syro-libanais pour prendre le nom exact de la partie linguistique et arabe littéraire. Voilà, d'accord. Les deux. Ok, ça fait... Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que notre directeur technique devient éminemment sous peu directeur des opérations. Félicitations. Merci, mais très honnêtement, c'est le boulot qu'il fait déjà, mais sans en avoir le titre exact. Mais... Et devient directeur général. Bon, on va passer directement au salaire du directeur général. Ça profite pour faire des revendications. C'est exactement. L'objectif, c'est ça, c'est de... Je laisserai Enzo l'expliquer, mais en fait... il y a des compétences en fait chez chacun de nous qui sont des domaines dont une entreprise a besoin. Et un bon directeur général a des compétences humaines, managériales et un lien avec les opérations qui est pour moi, opération au sens entreprise cette fois, qui est indispensable. Et donc c'est pour ça que plutôt que de recruter un directeur général extérieur qui puisse sortir d'une grande école de commerce qui ne sera pas forcément adapté à notre monde, moi je préfère faire grandir les gens qui sont en interne. Et donc
L'objectif, c'est qu'Olivier puisse rejoindre un MBA avant la fin de l'année et donc être d'ici janvier 2022 notre nouveau directeur général, puisque l'entreprise sera à même de grossir. Voilà. Rendez-vous donc dans quelques mois. Voilà. Le MBA est déjà choisi Plus ou moins, on a quelques pistes très intéressantes et d'ailleurs très très chères, donc appel aux dons pour ceux qui voudraient. On va ouvrir un Tipeee. Je m'adresse à tous les directeurs de nos grandes écoles de commerce en leur disant qu'il faudrait qu'ils pensent à faire un programme start-up à un prix start-up. Ouais. En fait, parce que c'est vrai qu'un MBA à 30 000 euros, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir l'assumer. Et non, c'est un vrai message. Je pense qu'il y a une problématique de formation des chefs d'entreprise et des équipes des entreprises, parce que oui, il y a beaucoup de start-up qui sont montées par de jeunes et brillants diplômés, et voilà, j'ai eu la chance d'avoir un parcours universitaire qui me permet aujourd'hui d'avoir un master. Ça n'empêche que tout le monde n'a pas ça, et que c'est pas parce que vous n'avez pas un master que vous n'êtes pas un bon chef d'entreprise, bien au contraire. Les compétences, elles sont partout, et aujourd'hui, quand on voit des actions d'accélérateurs très importantes, comme Station F ou d'autres, on voit qu'il y a une diversité dans les territoires et une diversité chez les entrepreneurs de profils. Avec les profils atypiques, c'est plus un gros mot, c'est même peut-être demain un peu l'avenir. Ouais. Et ces gens-là, il faut les former. Et je trouve que c'est dommage que ces grandes structures, et je pense vraiment à nos 5 grandes écoles de commerce, n'ouvrent pas avec un tarif accessible à d'autres personnes que simplement des gens qui puissent être chômeurs. Et c'est très bien, parce qu'il y a besoin de formation pour les gens qui sont en transition professionnelle. Mais il y a aussi besoin de formation pour les gens qui livrent une entreprise et qui ne peuvent pas forcément consacrer 1 an et demi de salaire à leur MBA. Le message est passé. Sachant encore à la disposition des directeurs pour en parler. Je vais les 5 informés avant la fin de l'année. Sachant que l'exemple à 30 000 euros fait partie des MBA pas très cher. Voilà, c'est ça. Donc l'objectif, c'est ça. D'accord. Voilà. Marc le discret. J'ai écouté sagement. Oui, non mais c'est très bien. Alors toi, si je peux me permettre, comment tu t'es retrouvée en lien avec Karine, Elisabeth et l'aventure Elicatim? C'est une histoire humaine, hein, comme beaucoup. Ça a commencé comme ça. Quand j'ai connu Elisabeth et Karine, j'étais encore dans l'institution dans laquelle j'ai fait 31 ans, dans le fameux régiment dont parlait Olivier tout à l'heure. Et j'étais en fin de carrière et j'occupais le poste, j'étais responsable du bureau environnement humain. D'accord. Voilà. T'en as parlé tout à l'heure, Karine. En charge des familles, des blessés. Quand il y a des décès, c'est pareil, on est largement mis à contribution. Et Karine est venue me proposer des cours d'anglais gratuits pour nos blessés. Au départ de Phoenix, en fait. Donc, c'est d'accord. Ça. Ok. Donc moi, quand j'ai eu affaire à eux, j'étais de l'autre côté de la barrière. D'accord. Voilà. Et j'y ai vu une opportunité, c'est-à-dire pas que mes blessés, ils apprennent l'anglais ou toute autre langue. À la limite, je dirais que je m'en foutais un peu. Mais je voyais l'opportunité de sortir le blessé de sa condition de blessé. Et ça, c'était important pour moi, le remettre sur les rails, lui faire penser à autre chose. Lui montrer que tout n'était pas fini, qu'il pouvait encore aller de l'avant, et voilà. Donc j'ai aimé ce parcours, enfin cette proposition qui était fort généreuse. Elles étaient touchées par ce qui nous arrivait à l'époque, et moi j'ai largement apprécié. Donc ça a commencé par une histoire humaine. Voilà. Ensuite, moi je suis sorti de l'institution. J'ai été travailler avec Cofras DCI. J'ai fait ça jusqu'en 2019-18. Voilà. Entre-temps, entre deux missions, on avait déjà pas mal parlé avec Karine de quelques problèmes qu'elle rencontrait. Donc, je vais apporter une ou deux solutions. Et j'ai été étonné, mais elle est venue me voir en me demandant que je fasse un audit de la société qui grossissait. Ça m'a surpris parce que c'est pas mon métier, naturellement. Et comme elle m'a dit oui, mais toutes les solutions que tu m'as apportées, elles ont marché. Donc viens, rejoins-nous un petit peu, et puis tu vois ça d'un peu plus près. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois et demi. Au bout de 2 mois et demi, j'ai rendu ma copie. Et je suis reparti avec mon petit sac pour continuer ce que je faisais. À mon retour, Karine, on a fait une petite soirée, c'était sympa, aux fêtes de Bayonne. Et revoilà l'apéro. Voilà. On n'avait pas dit qu'on n'en parlait pas cette soirée. Et Karine m'a fait une proposition de rejoindre la société. Et je lui dis oui.
C'est ça. Ça l'a un peu ému. C'est vrai, je confirme. C'était le taux d'alcoolémie ou c'était... En fait, je pense que le taux d'alcoolémie empêchait la barrière habituelle de gestion des émotions. Ceci dit, je tiens à préciser ici que l'histoire est très rassurante parce que Marc est quand même venu faire un audit de mois et demi chez nous sur des points qui n'allaient pas et quand Karine lui a proposé de venir, il a dit oui malgré tout. Donc c'est plutôt positif en fait. Donc voilà, j'ai rejoint la société pour avoir en charge la relation client et le suivi qualité. Donc elle trouve que j'ai un rapport humain a priori Incroyable. qui marche pas mal, donc plus le fait que je connaisse après 31 ans quand même pas mal de Les monde. arcanes. Voilà, ça facilite les rapports. Et puis, quand je vais dans les unités, là, c'est pareil, on sait de quoi on parle. On a vécu le même métier. J'ai été plus de 21 ans en équipe. Donc, le terrain, je le connais bien. T'as pas beaucoup parlé de ta carrière, donc dans l'armée, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, pas spécifiquement, hein. Alors, mais quel était ton métier dans l'armée? Au tout début, j'ai commencé par mon service militaire en 82 à Granville, dans un régiment qui était le premier RIMA, qui était à Granville. J'ai même fait un peu plus, j'ai quasiment fait 2 ans avec eux, parce que je suis parti au Liban avec eux. D'accord. J'ai rencontré des gens formidables, mais je suis rentré et j'ai continué mon métier, j'étais opérateur géomètre, mon patron m'attendait, donc je suis reparti. Sauf qu'au bout de quelques mois, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose. Cette expérience humaine, on en revient toujours à l'humain, cette expérience humaine me manquait. Il y avait un lien, j'avais pas mis de nom encore dessus, mais il y avait un lien. Et j'ai voulu rentrer à la BSPP, oui. Sauf que mesurant 1m95, la personne m'a dit il était désolé, mais la limite c'était 1m90. Donc j'avoue que j'étais largement déçu et qu'en ressortant, j'ai rencontré comment s'appelle une personne avec un béret rouge, c'est un commandant. Je lui ai dit écoutez, je crois que c'est vous qu'il faut que je vois. J'ai été le voir et je lui ai dit voilà, je vais rentrer dans les parachutistes. Et il m'a cité plusieurs régiments. J'ai pioché un peu au hasard et je suis arrivé à Bayonne en 1985. J'en suis jamais reparti. Voilà. Toujours Bayonne, d'accord. Voilà. À part 2 séjours, mais en famille, je veux dire. Mais sinon, le reste, j'ai toujours fait à Bayonne. Voilà. D'accord. En commençant, j'y suis arrivé comme caporal. J'en suis parti adjudant-chef. D'accord. J'étais en équipe. Voilà. Caporal comme équipier. Après, chef adjoint. J'étais patron d'équipe, j'étais le dernier chef de section même là où j'étais, j'avais 42 mecs sous mes ordres, j'ai fait chef d'équipe pendant 9 ans, ce qui est énorme. Maintenant ils font beaucoup moins, parce que c'est fatigant. Faut les gérer. Ils sont fragiles. C'est fatigant, puis ça fatigue la famille aussi. La famille, il faut... Voilà. Et ma famille est très résiliente aussi, parce que ma femme, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble, donc elle a tenu bon. Oui, mais t'as oublié de dire qu'en temps cumulé, ça fait 3 ans et demi, vous êtes mariés. Donc en gros, pour ma carrière, c'était ça. Avec après, beaucoup d'OPEX? Oui, je n'ai pas calculé, mais oui, énormément. Ouais. Il y a des fois où tout cumulé dans l'année, ça faisait 9 mois, quoi. Donc ça faisait beaucoup. Pour la On famille, passe le c'était bonjour à ta femme, Voilà. si elle nous écoute. Exceptionnel, une femme incroyable. Qui elle aussi était dans l'armée. On s'est connus, D'accord. elle a fait 5 ans, oui, tout à fait. On s'est connus en école et je lui ai apporté des fleurs le soir, vers 3h du matin. Petit bémol, Marc étant très nature, il a des fleurs avec encore la motte. C'est pour la conservation. C'est vrai qu'il y avait encore la terre, parce qu'on les avait pris dans les parterres de fleurs de la ville. Quand j'ai quitté, comment ça s'appelle, les équipes, je suis monté à former tous les nouveaux arrivants au régiment, officiers et sous-officiers. J'ai fait ça 3 ans. Ensuite, le grand patron m'a demandé de prendre ce qu'on appelle le poste de président de sous-officier. C'est un conseiller auprès du chef de corps. Et c'est un conseiller aussi envers ses pairs. Et là aussi, on s'occupe de l'humain, puisque j'ai malheureusement enterré pas mal de camarades et je me suis occupé pas mal de familles. Voilà. J'avoue qu'après ce poste-là, j'avais envie d'arrêter, mais l'institution m'a proposé un séjour au Gabon, donc je suis parti 3 ans au Gabon. Le Gabon. Avec la famille. Et, au 6e BIMA à Libreville. Alors, j'étais en état-major, l'état-major interarmé. Voilà. D'accord. Là aussi, pareil. Je me suis encore occupé d'humain parce que j'avais un métier premier.
Mais j'ai pris une deuxième casquette, je m'occupais des actions civilo-militaires. D'accord. Ce qui permettait de monter des gros projets, refaire des écoles, des dispensaires, enfin, etc. C'était très sympa, toujours aller vers les gens, hein, c'est ce que j'aime bien faire. Et là aussi, je devais arrêter. Sauf que le régiment d'où je venais m'a proposé une place hors parachutiste, puisque je ne pouvais plus sauter à cause de mes genoux qui sont un peu abîmés, hein, comme beaucoup. Les genoux, le dos, enfin un peu tout. Et je suis arrivé au bureau environnement humain, où j'ai connu Elikatym. Voilà. D'accord. La boucle est en fait... Donc après l'audit, on te propose un poste. Donc Karine te demande, lors des fêtes de Bayonne, d'intégrer l'équipe. De les rejoindre. Et ton poste, alors, quel est-il ? En fait, je m'occupe de tout ce qui est relations clients et suivi qualité. Voilà, mon rôle, c'est de faire en sorte que le client se sente bien, qu'il soit content et qu'il ait envie de revenir. Je prends le pouls, je vais voir les formations, je vois comment ça se passe. Et s'il y a des alertes, s'il y a des signes de clients satisfaits mais avec un petit bémol, à ce moment-là, il me faut remonter, le courant passe bien. Là aussi, c'est l'humain. Il faut connaître les gens, il faut aller vers les gens. Donc c'est tous les clients, pas forcément juste les forces armées, c'est aussi le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Oui. Avec une spécialité quand même très FS, hein, Oui. c'est-à-dire qu'au départ... FS Force Spéciale. Voilà, Force Spéciale, c'est vraiment lui qui est en charge des Forces Spéciales, parce qu'il parle leur langage et que voilà, ça permet... On appelle ça aujourd'hui un Customer Success Manager. Et c'est vraiment ça. Alors, LinkedIn nous classait ça dans les 5 métiers les plus en vogue dans les années à venir, les métiers d'avenir. Mais en fait, ce qui est important, c'est l'utilisateur final. On en parlait tout à l'heure. Et Marc, il n'est pas juste en charge du client au sens donneur d'ordre. Il est en charge de l'utilisateur final. C'est lui qui va continuer à rester au contact de nos utilisateurs pour savoir si la solution elle est réellement efficace. Parce que c'est très bien de satisfaire le donneur d'ordre et c'est très important et il faut que nos généraux soient contents de ce qu'on fait quand c'est avec les armées ou nos grands clients quand c'est dans le monde de la sécurité. Mais il faut que la personne qui est en bout de chaîne, celui qui bénéficie de la formation, celui qui est dans la salle de cours ou en face de son outil numérique demain, on soit sûr qu'il soit réellement content et qu'on soit capable d'anticiper ses besoins de demain. Et donc cette notion d'anticipation du besoin, elle vient aussi par la connaissance terrain et par l'échange avec l'utilisateur. Et encore une fois, pour moi, et ça c'est quelque chose de commun avec l'équipe, le première classe qui a sa formation de 3 jours pendant son opération Sentinelle, son retour sur notre produit, il est aussi important que n'importe quel des grands directeurs avec lesquels on peut traiter en sécurité privée. Il y a vraiment cette notion d'utilisateur cœur de cible, pour reprendre une expression de Augustin Paluel-Marmont chez Michel et Augustin, c'est cette notion voilà, de produit cœur de cible et de contact avec l'utilisateur final. Et c'est en ça que Marc avait un profil particulièrement intéressant, parce que cette notion d'humain, elle se perfectionne, mais je pense qu'elle ne s'apprend pas. Et qu'il avait ce don depuis toujours, et que du coup, on a la chance de bénéficier de son expérience et de ses qualités dans ce poste-là. Voilà. Alors, Karine, elle parle de don, mais Karine, elle a le don de voir les choses que nous, on ne voit pas. Quand elle est venue me chercher pour ce poste, franchement, je me suis posé la question, je me dis, mais c'est un métier que je connais absolument pas, qu'est-ce qu'elle vient me chercher pour ça, mais pourquoi pas? Après tout, on ose, on essaie, et on voit. On verra bien. Voilà, on verra bien. Mais voilà ce don d'aller chercher... Toi, t'avais pensé continuer une carrière ou juste, bon bah t'arrêtes, t'es à la retraite et... Alors, on reste tranquille après DCI. Après, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Hein. J'ai monté une forge dans ma cave, donc. On pourra entendre mon mari. On veut faire des couteaux. Non, des couteaux, des haches. Je vais te présenter. J'ai donné une hache l'autre jour à un mec du raid. Je vais vous faire une hache. Qui était hyper content de la recevoir. Enfin, de voir les yeux de cette personne, ça m'a fait plaisir parce que bon, moi j'étais pas trop satisfait de mon travail, mais ça c'est un peu comme tout le monde. Et lui, il avait l'air hyper content. C'est bizarre que tu l'aies pas vu parce que moi, en t'écoutant depuis 5 minutes, enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens ce que Karine a vu en toi, ce côté humain, relation, proximité avec les gens, et puis essayer de les comprendre et de retransmettre leurs besoins. Enfin, j'ai l'impression que tu transpires ça. C'est vraiment le fil conducteur de l'équipe. Toutes les personnes qui sont proches dans l'équipe,
donc qui ont intégré véritablement l'équipe, c'est avant tout des personnes fondamentalement humaines, qui ont cette capacité à comprendre l'autre et à être proche de l'autre. Je veux dire, Enzo aurait pu rester dans son avion, il n'avait pas besoin d'aller, crapahuter, comme disent les militaires, en vallée de Capissa, 24 heures sur 24 à dormir sur sa transe pour pouvoir sortir. Non, ne leur dis pas que j'ai dormi, ils croient que j'ai veillé pendant 24 heures d'affilée. Oui, ok, je l'avoue, j'ai dormi par tranche de 23 minutes, 2 fois sur 3 jours. Ça. Donc, il n'était pas obligé, mais il l'a fait parce qu'il sentait pour lui, c'était évident qu'il fallait qu'il soit là en soutien et qu'il savait qu'ils avaient besoin de lui. Et sans ça, il ne pouvait pas fonctionner, d'accord ? Marc, c'est pareil. Il aurait pu arrêter sa carrière quand il a voulu faire. Il a continué jusqu'au bureau environnement humain, et pour lequel, je veux dire, il a énormément travaillé. Et tout ce qu'il fait est toujours basé sur l'humain. Donc, on a tous cette... moi, je ne le cache pas. J'y vais, c'est tous mes gamins. C'est tous je les vois patrouiller dans la rue. C'est mes gamins. Pour moi, c'est des garçons qui risquent leur vie, qui sont là pour nous protéger. Eux, ils font leur boulot. Ils sont contents, ils s'éclatent, ils sont heureux sur le terrain. Je suis pas sûre qu'ils en soient à ce niveau de prise de conscience. Voilà. Mais nous, voilà. C'est pour nous, c'est pas grave si on fait, je devrais pas le dire, mais qu'on fasse des cours gratuits du moment qu'ils sont heureux. Voilà. Et je crois qu'on a tous, donc il y a ce côté humain. Pas trop de gratuit quand même, hein. Voilà. Servir la cause, c'est aussi quelque chose qui est pour nous très important. Et sauver, entre guillemets, le soldat Ryan, même si c'est juste en anglais, ça peut aider aussi. Soldat Jean-Jacques. Je passe un petit message, un petit bonjour à mes actionnaires pour le cours gratuit. Et en revanche, en termes de soutien aux startups, si une startup désire se spécialiser dans donner des cours pour l'appât du gain, il y a beaucoup de boulot chez Elicatim. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est ça, quoi. Exactement. Et donc, Marc, Enzo, la vie, alors j'ai bien compris que vous aviez recréé, on a l'impression chez Elicatim, une troupe, une famille, en fait vous êtes une troupe, c'est vrai, on vous voit tous ensemble, enfin voilà, ça n'arrête pas, enfin vous êtes vraiment hyper proches les uns des autres. On va apprendre à jouer de la musique, en plus, ça sera une troupe de saltimbanques. Etc. Mais j'avais envie de savoir, alors la vie en entreprise, après avoir été dans l'armée, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Est-ce qu'il y a vraiment un changement ou c'est la spécificité d'Elicatim d'être quand même très hybride, on va dire ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ton intervention. Oui, tout à fait. Je pense sincèrement qu'Elicatim est vraiment effectivement un hybride. De ce que j'ai pu moi voir dans ma reconversion dans le civil, en termes purement aéronautiques, je suis passé d'un milieu de passionné par la chose aéronautique et l'aviation de chasse, parce que c'est une carrière qui demande tellement de sacrifices que si on n'est pas réellement profondément passionné, on ne le fait pas. Je parle juste de sacrifices en termes sociaux et familiaux, je ne parle même pas des accidents. L'actualité se charge de le rappeler régulièrement, et des accidents en situation d'entraînement en temps réel, pas en opération extérieure. Donc je suis passé de ce milieu de passionné d'aéronautique à un milieu d'aéronautique civile. J'ai fait de l'aviation d'affaires pendant 4 ans, de l'aviation de ligne ensuite, et je pensais benoîtement et assez naïvement, j'avoue, retrouver un milieu de passionnés de l'aéronautique. Ce qui était en partie vrai, mais en partie seulement. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'ai été avec des gens qui étaient intéressés par l'aéronautique, mais pas passionnés, et surtout, je suis passé d'un milieu où il y avait un aspect de troupe, un aspect de meute réel, en plus dans l'aviation de chasse, c'est encore plus poussé, à un aspect, pour le coup, entreprise très civile, avec, excusez-moi pour l'expression maladroite, où chacun pense à sa gueule, et s'il faut marcher sur la gueule du camarade pour se pousser en avant, on n'hésitera pas à le faire, en fait. Et pour moi, c'était assez représentatif du gouffre qui sépare les armées du monde civil. Après, d'une certaine façon, on vit pas ensemble, on meurt pas ensemble, on n'en chie pas ensemble. C'est un peu violent, mais c'est exactement ça. Et pourtant, j'ai connu quelques situations en aéronautique civile où on est 2 pilotes dans le cockpit, donc on évolue quand même en équipage, comme j'ai connu dans l'aéronautique militaire. Et c'est vrai que parfois, certaines situations soudent des gens, mais on n'arrive jamais à ce niveau de compréhension et
et de réels liens, pour le coup, indestructibles. Il y a des gens avec qui j'ai créé des liens, dont j'étais très proche chez les militaires, et ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir de leurs nouvelles ou juste par moyen détourné pendant 3-4 ans, et je ne sais pas si quelqu'un a quelques problèmes que ce soit ou quelques propositions pour se retrouver, tout le monde est là et on a l'impression qu'on s'est quitté la semaine dernière. Donc il y a vraiment, ça crée des liens, et Marc ne me contredira pas sur ce point, je le sais, ça crée des liens qui durent à vie, même si on n'en a pas l'impression. Mais en fait, ça, on s'en rend compte une fois qu'on a quitté cet environnement-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le civil, et qu'en tout cas, on ne retrouve pas à ce niveau-là. Et chez Elica, on recrée un petit peu ça. Très nettement. C'est parce qu'on a... Enfin, moi étant chez Elica depuis le tout début, j'ai connu des situations qui étaient pas très confortable en termes financiers. Avec Corinne qui... il faut de l'argent. Oui, exactement. Et avec Karine qui était tout à fait au courant qu'il fallait de l'argent et qui... Oui, qu'il faut de l'argent, oui, on est d'accord. Donc, petit message personnel à tous les investisseurs du tour de table de l'an dernier. Merci infiniment. Mais il s'agirait de penser au prochain. C'est ça. Oui, j'allais dire bienvenue au prochain. C'est ça, exactement. Et sinon, pour la partie entrepreneuriat, j'ai donc aussi un troisième métier. Je me suis associé avec un camarade pilote civil, qui est aussi un ancien militaire, mais qui n'était pas pilote. C'est un marin, donc j'aime pas trop en parler, parce que les marins sont quand même particuliers, tout le monde le sait. Mais ça moi, j'ai aucun problème avec la Marine nationale, je le dis très clairement. Au contraire, mon année à l'école de guerre m'a fait découvrir ce monde-là, donc ça me va très bien. La Royale. Moi non plus, aucun problème. D'ailleurs, j'ai opéré comme Airborne Forward Air Controller pendant 4 ans à bord d'appareils de l'aéronautique navale aussi. D'accord. Donc oui, c'est un milieu que je connais assez bien malgré tout. Et justement. C'est pour ça. Et donc bref, je me suis associé avec ce marin. Ce copain-là, j'allais dire, même s'il est marin, tant pis. Et en fait, on commercialise des solutions de e-learning à destination des centres de formation des pilotes de ligne, pour tout ce qui est cours théorique des certificats de pilote de ligne. Et donc, je suis le directeur de l'entreprise, mon associé, le président de l'entreprise, mon associé est le directeur général, ce qui me permet de continuer à évoluer toujours dans le milieu de l'aéronautique, mais côté entrepreneuriat, ce qui ne fait que confirmer ce que je disais précédemment sur le milieu de l'entreprise civile. Et donc quelque part, ce parcours que j'ai chez Elica Team est assez en cohérence avec ce parcours parallèle en tant qu'associé de cette deuxième entreprise. Olivier parlait du côté de la difficulté financière et de la capacité à tenir dans ces moments-là. Je disais au départ que c'était Elica Team parce que sans l'équipe on n'était rien, mais je dis sincèrement que je n'aurais jamais pu, et je pense que nous n'aurions pas avec Elisabeth pu tenir les vagues qu'on a pris de difficultés, encore une fois, de fond, parce que je sais que tu as eu l'occasion d'interviewer Arnaud, l'entreprise Numalis, et ça fait partie de ceux avec lesquels on a travaillé, je dirais, en parallèle sur nos levées de fonds. Il a levé un petit peu avant nous, il nous a beaucoup aidés quand il avait besoin de conseils. Mais c'est vraiment des périodes très difficiles, et je m'adresse vraiment à tous les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, quel que soit leur domaine d'activité, de s'accrocher dans cette période-là, et j'espère pour eux d'avoir une équipe hyper solide, parce que quand vous avez des gens qui travaillent pour vous pendant 1 an, 2 ans, sans ou avec très peu de rémunération, qui sont là quoi qu'il arrive, que vous avez une carte bancaire professionnelle qui est bloquée en plein déplacement, et je me revois sur l'autoroute, et je vais donner un message spécial à notre ancienne directrice d'agence de la Banque Populaire de Saint-Malo, à qui je dédie cette dédicace avec maintenant un grand sourire, mais qui sur l'autoroute me dit mais madame, vous avez eu hier une facture donc de 65 € à la fromagerie chez Butrou. Je dis bah oui, on a fait un cheese and wine avec nos clients, parce que quand vous avez 90 personnes, enfin en l'occurrence 70 personnes exactement à nourrir pendant une formation, parce que vous faites un moment de convivialité, vous faites un cheese and wine, globalement rapporté à la personne, c'est pas grave. Mais quelle entreprise peut se permettre une telle somme? Je dis mais madame, on avait 70 personnes autour de la table. Oui, elle m'a dit, et elle me répond, je dis mais là je suis sur l'autoroute, notre carte bancaire est bloquée, on arrive, et je revois, on arrive au péage de Lyon, comment fait-on? Enfin, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est une question de plafond. Elle me dit mais madame, vous aviez qu'à à ce moment-là acheter moins de fromage.
Et je pense sincèrement que ce jour-là, je me suis dit, ok, on vit dans deux mondes différents. Nous, on était avec des gens qui partaient en mission moins de 10 jours après, au Sahel. On partait directement sur une autre formation, on n'avait pas de week-end, hein, donc on a fini le vendredi, on se mettait en place le samedi, et on préparait le dimanche, on attaquait le lundi pour un régiment des forces spéciales qui était dans le sud-ouest, donc on faisait le nord-est, le sud-ouest en voiture, et la réponse que j'avais de cette personne-là, c'est ça. Et si ce jour-là, vous n'avez pas dans votre équipe une confiance totale pour que un tel avance, puis X, puis Pierre, puis on attend, et on attend pendant des fois des mois, et même nos consultants, oui, la gentillesse et la patience d'attendre quand il y avait des difficultés de règlement, ça ne marche pas. Et sans ça, c'est pour ça que je prends cette anecdote, je pense qu'à ce moment-là, le chef d'entreprise peut baisser les bras. Et on a vraiment cette montagne de difficultés en face en se disant on n'y arrivera jamais. Et on voit à côté de ça, dans le monde des startups, une survalorisation de cet environnement, parce qu'il faut quand même être honnête sur le fait qu'il y a quelques articles qui commencent à en parler, mais qu'on survalorise tout. C'est très bien, mais vous voyez des startups qui lèvent 20 millions, 30 millions, 50 millions, des levées incroyables, le BPI qui vous dit, c'est BPI France qui vous dit c'est incroyable, on n'a jamais levé autant d'argent, et vous êtes à côté en train de galérer pour éventuellement avoir vos 5 ou 6 000 euros de fonds de roulement dont vous avez besoin. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneur dans tous les domaines d'activité. Et si vous n'avez pas une équipe très forte, je pense que ça passe pas. Et je finirai sur un cas concret qui était notre première période de confinement. Puisque donc le confinement a éclaté, Olivier était en formation avec Elisabeth à Draguignan, donc il a fallu rapatrier tout le monde en catastrophe. Olivier est resté les 2 premiers jours pour finir la première partie de sa formation, parce que c'était des gens qui avaient un objectif opérationnel clair derrière. Tout le monde est rentré se confiner, parce qu'il fallait quand même que tout le monde soit en sécurité. On rentre et on attaque le confinement. Et on se dit tous, en fait, c'est peut-être pas mal, parce que là, on était au moment de cette fameuse closing, deuxième closing de l'appel d'offres, donc le moment où on avait vraiment tout le monde autour de la table, et on se dit, ça va être bien, on a juste ça à faire, puis on va peut-être pouvoir traiter un peu les dossiers de fonds, mettre en place des procédures, et je me revois faire plein de webinaires, parce qu'il y avait le Village by CA ou Eldorado.co qui avaient fait plein de choses, et tout le monde disait, écoutez, c'est très important de faire un morning coffee régulièrement avec vos collaborateurs, d'être sûr que tout le monde va bien, parce que globalement, tout le monde déprime pendant le confinement, c'est très dur moralement. Donc, forcément, j'appelle Marc, Olivier, Elisabeth, on se connaît, c'est ma mère, donc forcément, c'était plus régulier. Moi, j'ai pas le droit. Et lui dire, est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien? Il paraît qu'il faut qu'on fasse des morning coffee. On dit, non mais, t'es gentil, on a autre chose à faire que les morning coffee, là. Si tu veux, on a 350 pages d'appel d'offres à traiter, la levée de fonds à finir, et en fait, on a passé cette période de confinement en étant plus épuisé à la fin du confinement qu'au début. On a travaillé comme des brutes du début à la fin, on a closé notre levée de fonds, et en plus un appel d'offres, on a closé notre levée de fonds en plein confinement, pour 300 000 euros, donc c'était plus que ce qu'on avait envisagé sur cette première levée. On a fini l'année 2020 en closant avec 600 000 euros, ce qui était notre objectif de départ sur notre phase d'amorçage. Et ça, c'est pas possible si vous n'avez pas une équipe complètement atypique, et c'est en ça que je veux dire que leur qualité humaine et leur qualité militaire sont intrinsèquement liées à la vie de l'entreprise, parce que c'est ça qu'ils mettent à disposition tous les jours, qui fait que on passe les crises de manière assez agréable et confortable au final. Mais épuisé. C'est vraiment notre objectif. Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir le temps de déprimer, en fait. C'est aussi simple que ça. D'avoir le vague à l'âme. Mais là, pas le temps. J'aimerais bien qu'on ait l'opinion de... Alors, tu m'as demandé ce que je comptais faire après l'institution et après DCI. En fait, j'avais commencé quelque chose, puisque je remettais les gens en forme. Je les faisais perdre du poids et je leur apprenais à mieux s'alimenter. Donc ça, je pensais bien développer ça. Si Karine n'était pas venue me taquiner, je pense que j'aurais continué ça. Je l'aurais développé. Je l'ai laissé. Et après, la différence avec l'institution, quand on parle de l'armée, on voit quelque chose de très rigide. Notamment sur l'armée de terre, très rigide, très hiérarchisée, etc., etc. L'unité dans laquelle j'ai servi, c'est beaucoup moins rigide. Alors, c'est pas le bazar non plus. Il y a des gens qui donnent des ordres et d'autres qui les exécutent. Sinon, ça marche pas. Mais c'est concerté. C'est-à-dire que quand il y a une opération à monter, moi, je demandais l'avis de mes hommes. Je leur donnais les données, ils les analysaient avec moi, ils me donnaient leurs éléments, et avec tout ça, je prenais une décision. Parce qu'en tant que chef, on prend une décision, normal. Mais la décision, tout le monde savait que c'était la meilleure, sur le moment. Et le rapport hiérarchique entre militaires du rang, sous-officiers, officiers,
il est pas rigide non plus dans cette unité. On a des amis dans tous les sens, et peu importe le grade perd un peu son importance, et la compétence est beaucoup plus mise en avant. Avec Elicatim, c'est un peu ça, c'est concertation, on amène des solutions, et après il y a un patron qui prend une décision. Et c'est exactement la même chose, sauf que les décisions qu'elle prend nous amènent à penser que c'est la meilleure. Donc des solutions. Et c'est pour ça que ça avance. Donc je retrouve des similitudes. Merci pour cette superbe transition qui me permet d'aborder un sujet que j'oublie bizarrement, qui est la question de la femme dans le monde de la défense et de la sécurité. Donc je l'oublie parce que de par mon expérience, c'est vrai, comme on en parlait, que j'ai eu très peu à faire de la misogynie, sauf dans des cas vraiment exceptionnels. Mais qu'est-ce que ça vous fait à vous deux ? Est-ce que ça a été une interrogation, je vais pas dire un problème, d'être dirigé par un duo de femmes ? Absolument pas. Moi, j'ai pas de problème d'ego, donc ça ne me pose aucun problème. On te rappelle une start-up qui voudrait monter des programmes pour développer l'ego, on est preneur aussi. Et je dois avoir un côté féminin, il est un peu caché, mais oui. Non, mais il transparaît. C'est pour ça que, il transparaît un peu. Non, ça m'a posé j'ai aucun souci avec ça. Non, ça n'a même pas été une question. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que la hiérarchie par une femme, je sais pas, pas c'est du tout, des questions qui peuvent se... Pas du tout, à partir du moment où la personne est compétente, c'est pas une question de sexe ou d'âge ou de quoi que ce soit. C'est une question de compétence, c'est tout. Et de relations humaines. On en revient toujours à la même chose. C'est ça. Je vais dire tout pareil, non. Mais oui, pas grand chose à ajouter à ça, rien à ajouter, c'est exactement ça. J'étais prêt à bondir sur le terme compétence, et c'est encore une fois exactement ça. Mais ça ne m'opposait pas non plus de problème dans mon ancien métier de militaire. L'ouverture du monde de l'aviation de chasse aux femmes que j'ai connu ne m'a posé aucun problème. Dans l'aéronautique civile, j'ai pu voler quand j'étais copilote avec des commandants de bord féminins, et en tant que commandant de bord avec soit des instructeurs féminins, soit des copilotes féminins. Et je rejoins pleinement Marc, à partir du moment où la compétence est là, qu'elle soit technique. Alors, il faut qu'elle soit effectivement technique et humaine, cette compétence, évidemment, mais sur quoi c'est pas différent pour une femme et un homme. À partir du moment où la compétence est là et que chacun est à sa place, et je pense que c'est démontré, peut-être pas tous les jours chez Elika, mais quand même assez régulièrement, que Karine est plus qu'à sa place au poste qu'elle a. Puis comme en plus elle est cofondatrice de la boîte, je crois pas qu'on ait notre mot à dire. Mais... Ouais, vous pouvez pas la virer, c'est nul. Moi, elle est présidente en plus. Oh là là. Je me souviens d'un truc, d'ailleurs, c'était une réunion avec une autre société. Elisabeth n'était pas là, et on arrive pensant faire une présentation, et en fait ils attendent tout autre chose, qui n'était pas préparé. Et là, j'ai vu Karine pour la première fois, au pied levé, prendre la chose en main et faire la présentation. Et là, je me souviens encore dans ma chaise, la regarder et me dire, elle est brillante. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Elisabeth quand je suis rentré. J'ai dit, là, ta fille, elle est performante, elle est brillante. Et elle m'avait largement impressionné. Et elle m'impressionne toujours d'ailleurs. Mais c'est gentil. Voilà. Le moment en question était autour d'un déjeuner avec un très bon verre de vin. D'ailleurs, donc je crois que je suis plus brillante avec un verre de Bourgogne qu'avec un verre d'eau. Mais ça fait tomber les barrières. C'est vrai qu'ils avaient une très bonne cave dans cette société. Il faudrait qu'on y retourne. Mais ça, c'est un point important. On parlait d'humain, mais il y a aussi un très grand respect les uns pour les qualités professionnelles des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on se respecte énormément dans les capacités qu'ont chacun des membres de l'équipe à faire ce qu'ils font, et pas la justification, la crédibilité qu'ils ont. Et donc forcément, à partir du moment où... c'est vrai qu'on a une façon assez américaine, hein, très, très latérale, hein, il n'y a pas de top-down, mais c'est parce qu'on se respecte aussi tous. On sait très bien, même si on n'est pas toujours d'accord, et puis que quelquefois, ça nous est déjà arrivé de nous prendre le bec. On n'est pas tout le temps d'accord, oui. Et on se prend des fois un peu le chou, comme on dit, mais c'est vrai qu'Olivier fait notre Suisse, mais c'est pas parce qu'on se dit les choses
qu'on va se fâcher. Qu'on perd tout reste. D'ailleurs, c'est important de dire les choses. Bien au contraire, d'ailleurs. Ça permet de faire avancer. Si on dit toujours oui à Karine, où est-ce qu'elle va mettre la barre? Elle ne sait pas. Quand on n'est pas d'accord et qu'on lui dit, elle se braque un petit peu au départ, mais pas longtemps. Après, elle réfléchit et elle dit oui, ok, d'accord, il y a peut-être des choses à changer, mais si elle est sûre d'elle, elle va nous dire pourquoi elle est sûre d'elle et pourquoi il faut aller dans cette direction. Et à partir du moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a compris que la direction était la bonne, on y va volontairement et on met les bouchées doubles. Et elle aussi, elle analyse ce qu'on lui dit et peut-être que dans son discours, elle prend en compte et elle change son discours après pour qu'on le comprenne, parce que des fois on ne comprend pas. Ce en quoi, effectivement, c'est pas fondamentalement différent de ce qu'on a pu vivre Marc et moi dans nos carrières militaires. Parce non, que c'est pareil. Ce qu'exprimait Marc sur la manière dont son régiment à Bayonne fonctionnait et fonctionne toujours, parce que régiment des forces spéciales, parce que mission donc spéciale et particulière, c'est exactement comme ça que fonctionne un escadron de chasse aussi. C'est-à-dire que par le biais des différences entre les qualifications professionnelles et les grades, ce que je veux dire par là, c'est que dans un escadron de chasse, on peut avoir quelqu'un qui est peu gradé, mais qui est très qualifié au niveau professionnel. Ça signifie que du coup, la hiérarchie militaire a moins d'importance, puisqu'il y a un aspect professionnel qui lui, prend plus d'importance. Et donc le vrai chef là-dedans, il est capable justement de prendre l'avis de ses spécialistes, chacun à son niveau, et ensuite de donner le cap à suivre, exactement comme Karine le fait en termes d'entrepreneuriat, en disant ok, je vous ai entendu, vous avez raison, on part là-dessus, je vous ai entendu, je comprends, mais moi je désire partir plutôt là-dessus pour telle et telle raison. Et à partir du moment où, comme le dit Marc encore une fois, où les raisons sont clairement exposées et connues, allons-y, ça ne pose aucun problème. Et pour revenir sur la question initiale, dans ce cadre-là, que la personne qui fixe le cap soit une femme jeune, une femme âgée, un homme jeune, un homme âgé, important. Mais Karine, Elisabeth, vous avez une équipe top, mais peut-être que vous avez une vision différente par rapport au monde aux gens à qui vous vous adressez, le monde de la défense. Alors il y a beaucoup de clichés, c'est-à-dire que si on pénètre dans un métier d'homme, forcément on va se prendre des réflexions, etc. Est-ce que vous, par rapport à ce qu'on peut entendre de ces clichés sexistes, etc., c'est quelque chose que vous avez vécu ou... Alors, on a peut-être deux réponses un petit peu, pas différentes, mais sur deux points de vue un peu... le fait que, personnellement, je suis beaucoup plus âgée. Elle a l'âge aussi qui fait que c'est un élément supplémentaire dans sa relation avec les personnes. Et d'un autre côté, en ce qui me concerne, je fais beaucoup de terrain. Donc, je suis vraiment en face à face avec... Alors, peut-être que déjà, de toute façon, dans ma carrière, j'ai jamais eu ce problème-là. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'être une femme, je l'assume parfaitement, je n'ai aucun problème avec, et peut-être parce que je n'ai aucun problème, si ceux qui en ont en face en ont, je passe à côté et je les évite. J'ai jamais eu ce souci-là. Et dans ce monde-là, qui peut effectivement paraître a priori macho, en tout cas en face à face, j'ai pas vraiment eu ce souci. On a peut-être eu une ou deux fois des problématiques, mais qui étaient plus inhérentes au fait qu'on avait en face de nous des personnes qui avaient pas de personnalité, mais qui, je dirais, cherchaient à développer de façon extrême leur ego et qui comprenaient pas que c'était deux femmes et deux civils, qu'est-ce qu'elles ont à faire dans ce milieu-là. C'est arrivé, mais plus parce qu'on était des civils que parce qu'on était des femmes. Et qu'ils ne comprenaient pas. Mais globalement... Plus avec les gens qui travaillaient pour nous. Rarement avec nous. Oui. Voilà, qui travaillaient pour nous en particulier, qui considéraient, qui savaient parfaitement et qu'on n'avait pas notre place et notre mot à dire. Mais par contre, chez nos clients, donc les personnes du milieu de la défense, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu ce problème. Maintenant, j'avais aussi peut-être une petite tactique qui était la meilleure solution pour arrêter, c'était de enfoncer le clou dès le départ. Donc, par exemple, je leur disais, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je suis, je sais pas moi, admettons que j'avais 2 minutes, 3 minutes de retard, parfois un peu plus. Ce qui n'arrive jamais, les garçons vont en témoigner. Parce que malheureusement, je suis quelqu'un qui n'est jamais à l'heure, alors que je me suis bien améliorée, mais enfin bon. Je leur disais, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je suis une femme et une civile, par définition, je suis toujours en retard. Et à partir du moment où vous enfoncez la porte dès le départ, ils rigolent, et c'est fini. Donc, sous-entendu, je me drape pas dans ma dignité offensée de femme. Donc, c'est bien ce que vous le pensez gentiment.
ben, je suis d'accord avec vous. Et à partir du moment où moi-même, je portais le coup d'estan, ça passe automatiquement. Tu oublies un Mais détail. beaucoup de respect quand même dans l'ensemble. Énormément. Tu oublies un détail, Elisabeth, de 3 syllabes, Haribo. Ah oui. Parce qu'Elisabeth amène toujours une petite boîte de Haribo à ses stagiaires. On achète les gens, bravo. Ah bah, belle mentalité, madame. Un coup de Haribo. Mais qu'est-ce que ça marche bien. Maintenant, je pense qu'ils sentent la bienveillance et on a rarement, même s'il y en a qui sont parfois sur la réserve, en tout cas en ce qui me concerne, en vis-à-vis, je ne l'ai jamais senti. Il y a quand même un respect et qui se ressent tout de suite. Et quand ça peut arriver à des fois, quand on est ensemble et que ça peut commencer à dévier. à déraper un peu, c'est que je leur dis, alors messieurs, Un peu de n'oubliez pas tenue. voilà. Je leur dis ça sur ce ton-là, ça s'arrête tout de suite parce qu'ils sont respectueux. Mais je pense sincèrement que, contrairement à ce dont tu parlais, effectivement, les clichés établis, je pense sincèrement que le milieu militaire est beaucoup moins plus sexiste que ce qu'on veut bien Ah le oui. dire. Moi, c'est plus avec les industriels, moi, que j'ai eu des Oui, problèmes. Exactement. Moi, Enfin voilà, mais alors avec les forces, enfin Ouais. tous les gens que j'ai pu... Rien Ma du tout, réponse va reprendre un peu des trois. C'est clairement que. Alors, c'est vrai que je suis pas jeune, ça dépend ce qu'on attend. Oui, évidemment, je suis très jeune, j'ai 35 ans, mais. Jeune et dynamique. Mais après, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Parce que Mon j'ai toujours, sujet, ouais. en sens inverse, détesté les environnements 100% féminins. Et je pense que nous sommes la pire cause, la pire raison qui peut nous desservir. C'est-à-dire qu'on est notre pire cauchemar, notre pire ennemi. Amen. Et, Oui. et c'est terrible parce qu'en fait, on le voit d'ailleurs assez bien dans le milieu de la mode, qui est quand même un milieu avec une dominante féminine dans l'environnement. Et il n'y a pas pire comme modèle pour asservir la femme, pour affamer, pour... c'est quand même très fort. Et les clichés et les standards féminins qui en découlent sont tout sauf un service à rendre pour la cause féminine. En même temps, moi je travaille dans un environnement de défense dans lequel il est clair que si vous n'êtes pas compétente, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'avez pas votre place. Donc à partir de là, les logiques de parité, pour moi, n'ont pas de sens et sont contre-productives dans cet environnement-là. Pourquoi ? Parce que si vous donnez la notion de parité, ça veut dire que vous obligez à avoir des standards et des minimums sociaux qui n'ont pas forcément de lien avec la compétence de chacune des personnes. Et en imposant cette notion de parité, vous forcez non plus le respect, mais une politique numéraire. Et c'est, à mon avis, l'opposé. Et en étant dans le monde de la start-up, j'ai l'avantage de ne pas avoir ce problème de quota. Il n'y a pas besoin d'un nombre de patrons femmes dans les armées aujourd'hui, Dieu merci. Donc, du coup, j'arrive avec un projet, avec une innovation qui plaît ou qui plaît pas, qu'on défend. Mais à aucun moment, je n'ai eu cet affrontement avec le fait que je sois une femme. Il y a une double casquette me concernant, c'est que je suis également femme de militaire. Et aujourd'hui, c'est une notion qui est importante pour moi parce que si j'ai créé cette entreprise, vous reprenez un peu dans l'historique, c'est parce que je savais aussi que les mutations de mon mari n'allaient pas me permettre de faire une carrière commerciale comme j'aurais pu l'imaginer après mon accident et voilà, en prenant un circuit classique. Mais c'est une énorme chance parce qu'en fait, ça m'a donné énormément de force, mais ça m'a donné aussi un environnement compréhensif. Et j'ai toujours dit qu'en tant que femme de militaire, j'ai le plus beau métier du monde parce que quand je dis mon mari est parti en mission, mon équipe, mes clients, mes collaborateurs savent ce que c'est. Donc je n'aurai jamais la difficulté de devoir cacher son métier, de devoir cacher sa mobilité géographique, de devoir cacher les absences, de devoir tout gérer et porter ce fardeau seul sans pouvoir le partager avec une communauté civile qui ne le comprend pas. Moi, je suis en permanence dans un environnement ultra bienveillant par rapport à cette qualité. Donc, c'est une chance énorme. Et c'est peut-être aussi là qu'on pioche un peu le respect. Parce que tout militaire sait qu'il a ou qu'il aura une famille à ses côtés à un moment. Et donc, il y a une bienveillance qui s'installe tout de suite à partir du moment où il y a ce titre-là. Par contre, on n'en attend pas moins de compétences. Et c'est peut-être le point clé. C'est que cette compétence, il faut qu'elle soit ultra présente et comme disaient les garçons, il faut une crédibilité. Ce qui veut dire que ce soit en interne dans l'équipe ou en externe, il faut tout expliquer tout le temps et qu'on ne peut pas se dire j'impose ça parce que c'est comme ça, c'est mon choix et puis next. Non, il faut forcément que ce choix-là, il soit imposé, expliqué, schématisé au tableau autant de fois que nécessaire pour qu'il soit non pas compris mais acquis. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Voilà. Et je l'ai vu aussi à l'école de guerre puisque j'ai eu cette chance donc de faire une année à l'école de guerre terre et après une année à l'école de guerre,
avec la même promotion que j'ai pu suivre, et ça a été une chance extraordinaire. Mais quand je suis rentrée à l'école de guerre, j'avais aucune obligation en tant qu'auditeur civil. Voilà, on fait une année, on a la possibilité de venir découvrir ce monde-là pendant un an. Donc on a parlé de l'école de guerre, on a fait un focus avec Arnaud Yoalalen, où j'avais mis les liens. Voilà, pour ceux qui savent pas, je vous renvoie à cet épisode du mois dernier pour voilà, les tenants et les aboutissants de l'école de guerre. C'est un peu le MBA, on va dire, des officiers post-cursus opérationnel. Donc c'est des gens qui arrivent après 10-15 ans de commandement opérationnel avec les forces et qui vont passer à l'échelon stratégique, donc qui se forment à être les grands chefs de demain. Et c'est vrai que c'est une promotion mixte avec des étrangers, donc des officiers étrangers qui viennent en France se faire former, les 3 armées, toutes les composantes militaires sont représentées. Mais quand je suis arrivée pendant cette année-là, j'ai voulu absolument que cette année-là soit aussi productive qu'elle l'aurait été pour n'importe quel officier. Donc je me suis mis les mêmes obligations. Et à la fin de l'année, j'ai rendu un mémoire, comme tous les officiers. J'ai pris la responsabilité d'un groupe de réflexion sur la notion d'un Defense Angels, donc d'un Business Angels de la défense par rapport à la problématique de financement de l'innovation. Et j'ai participé au rapport du comité stratégique. Mais c'est en ça qu'on gagne ces potentielles lettres de noblesse, et quand j'en parle en tout cas avec mes collègues de promo que j'adore et qui sont vraiment devenus des amis, le respect il vient aussi du fait que j'ai pas pris le pas de dire je suis une femme, je suis là, je suis une forme de représentation permanente d'une grande cause, donc j'ai rien à fournir. Bah non, t'es comme tout le monde, t'as à fournir à la fin de l'année et on jugera sur pièce. Et le cliché de la femme de militaire? Je pense qu'il n'y a pas de cliché de femme de militaire parce que, en fait, je trouve que ce cliché, il est dur et il est faux. Parce que même la femme de militaire, dont on peut avoir le cliché, on va aller au bout du cliché, qui a son club tricot, c'est une femme qui, la moitié de l'année, aura peur pour son mari. C'est une femme qui, la moitié de l'année, vivra ce que quelques Parisiens ont vécu le soir du 13 novembre, de ne pas savoir s'il est vivant ou mort. C'est une femme qui élèvera ses enfants seule, qui répondra aux questions seule. Et donc, c'est une femme qui aura toujours l'obligation d'être un exemple et un moteur. Et devoir être moteur dans une vie, c'est extrêmement dur. On ne peut pas se dire, bah tiens, je me reposerai bien sur un tel ou un tel. Donc, je trouve que ce cliché, il est méchant et il est dur parce qu'en fait, même elle, dans son cliché, si tant est qu'il y en ait encore un aujourd'hui, ce que je trouve quand même pas tout à fait vrai, sa vie à elle est, à mon avis, bien plus complexe que la majorité des vies de couple, qui en soi est déjà un vrai problème de société sur comment on maintient aujourd'hui une vie de couple et comment on fait en sorte d'arriver à ce que Marc réussit à passer 30 faire, ans avec... voilà, de 30 ans ou de 20 ans avec la même femme. J'ai un indice tout simple, soyez le moins possible à la maison. En tout cas, c'est ce que ma femme me dit. Ça se passera très bien. Depuis qu'il est revenu d'ailleurs, c'est la débandade. Et quand vous êtes à la maison, soyez discret. Voilà, c'est tout. Non, elles sont fortes parce que je vois la mienne, j'étais souvent absent. Souvent, quand je partais, je lui disais écoute, je prends un sac pour 3 jours. Des fois, je rentrais 3 mois après. C'est un peu compliqué. Mes départs étaient compliqués. J'étais blessé quand je suis rentré sur une civière. Après, mes départs étaient compliqués parce que elle se disait comment il va revenir. Enfin voilà, il y a en plus les enfants qu'il faut s'occuper. Il y a la maison à gérer. Enfin, elles ont des épaules solides. C'est pour ça que les clichés, oui, ok, d'accord, il y a des clichés, mais allez voir dans la réalité et vous verrez ce que c'est, quoi. Et aujourd'hui, le plan famille parle beaucoup du recrutement des conjointes. Nous, on a, c'est vrai, fait ce choix-là aussi pour certaines de nos le plan famille, donc annoncé par Florence Parly, la Minarme, récemment, là, il y a quelques mois. 3 mois, oui, ouais. C'est ça, je crois, à peu près. L'idée, c'est comment améliorer la vie des familles de militaires et de la communauté, donc, et particulièrement des épouses de militaires par rapport à la mobilité, aux déplacements, aux absences, et ainsi de suite. Alors, c'est très bien, c'est formidable qu'il y ait un élan autour de ça, mais je pense qu'on oublie une chose, c'est le lien entre les épouses de militaires, et c'est peut-être quelque chose qui se perd de plus en plus et qui devrait être porté dans la communauté, parce que même si on n'est pas obligé d'être 100% dans une communauté et dans un esprit communautariste, ça n'empêche qu'il y a des choses que vous ne comprenez que quand vous êtes passé par là. Et je me rappellerai de le premier retour de mission de mon mari, qui rentre donc de 5 mois d'absence. On est un jeune couple, donc on est très content de se retrouver, on vit ensemble, c'est fabuleux. Et au bout de 2 semaines, j'ai
je ne le supporte plus. C'est-à-dire que c'est viscéral, il rentre dans la cuisine et il ouvre le placard et je me repère toujours, il me dit « Je trouve que les assiettes sont pas vraiment à leur place là. » Et il ferme le placard. Et en fait, vous dites « Ça fait 5 mois, j'ai déménagé, j'ai cherché un appartement, j'ai tout fait toute seule et les assiettes sont pas vraiment à sa place. » Et lui, d'un autre côté, complètement décalé dans ce retour à une nouvelle vie, avec quelqu'un qui avait quand même déménagé sans même avoir fait son déménagement, arrivé dans un appartement qu'il n'avait pas choisi et qui devait se réadapter dans sa nouvelle ville de garnison. Et donc, on avait 2 mondes en parallèle qui ne se croisaient plus, du coup, qui étaient vraiment 2 parallèles. Et c'est une copine femme de militaire, de mes premières, qui m'a dit « Alors, non, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. L'un comme l'autre, vous ne vous citez un peu du mais en plus, moi aussi, je vois bien qu'il ne supporte plus. S'il faut, il m'aime plus. C'est terminé. Voilà, c'est la fin de notre amour. » Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était la fin du monde et qu'il y avait plus la petite flamme et tout ça. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on avait besoin d'un temps de réadaptation, voilà. Mais si elle me l'avait pas dit, j'aurais vécu cette même période seule. Et souvent, dans le travail, moi, je vois combien d'épouses qui nous ont dit « Ah, mais moi, je n'ai jamais marqué que j'étais femme de militaire sur mon CV parce que quand j'ai un employeur qui me dit « Ah, vous avez un problème de mobilité géographique chronique, vous déménagez tout le temps, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. » Ce que j'aurais juste envie de dire à cet employeur, c'est qui de plus fiable que quelqu'un qui est capable de gérer une famille à bout de bras seul, de déménager autant de fois que nécessaire et de réinstaller sa vie à chaque fois. Alors peut-être que cette personne-là ne sera là que 2 ans pour vous, mais les 2 années où elle sera là, elle se donnera à 100% et elle sera bien meilleure que tous vos éléments. Et en plus, si elle n'a pas de compétences sur le CV, parce qu'il forcément il faut aligner des lignes, il faut rentrer dans des cases, ça c'est très français, je pense que sa simple capacité d'organisation et de résilience est une qualité énorme que votre secrétaire, Pierrette, désolée pour les Pierrettes potentielles, en dépression 1 jour sur 2 n'aura pas forcément en permanence. Voilà. Donc c'est voilà. Ce qui est important, c'est de le voir différemment. Et aujourd'hui, il y a peut-être besoin que la société évolue un peu sur ce regard-là. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier sujet qu'on n'a pas abordé? C'est quoi le futur là? Qu'est-ce qui se prépare pour Elicatim? Donc on a parlé de la sécurité civile. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs? Qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens qui voudraient monter leur entreprise, qui voudraient voilà, qu'est-ce que tout ça en un mot? Alors 30 secondes. Courage. Mais c'est très bien. Moi j'aurais mis folie. Non, tu peux choisir à quoi tu veux répondre si tu veux. Non, le next step pour l'entreprise, il y en a 2 grands. Un qui est le développement de notre gamme numérique. Oui. Ça sera c'était l'objet de la première levée de fonds et de l'amorçage. Et la deuxième, ça va surtout être la deuxième levée de fonds qu'on veut continuer à avoir 100% française. Donc c'est le deuxième challenge avec cette fois une dimension plus importante et quelques fonds d'investissement qu'on aimerait bien aujourd'hui approcher. Donc si certains fonds et family office, parce que je le crois vraiment que la défense est un environnement dans lequel les family office auraient une place parce qu'elles ont une vision long terme de l'investissement, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les fonds d'investissement tech et innovation. Donc ça, ce serait l'objectif, toucher les family office et pouvoir échanger avec elles sur le dossier qu'on a. Et puis après, au niveau de l'équipe, grossir, développer et puis faire monter en compétences tout le monde. Voilà, moi la première. Ok. Un conseil à des gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Courage. Oui, courage, mais alors courage pour être plus sérieux, c'est soyez conscient des difficultés, et Dieu sait s'il y en a. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est passionnant. Alors oui, c'est très prenant, effectivement. Ça fait partie des difficultés, c'est le temps que vous allez passer, effectivement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. Marc parlait d'humain, et pour le coup, c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine déjà sur un plan personnel, parce qu'on se découvre soi-même en faisant ça. On découvre les autres. Sachez vous entourer. Alors je sais, c'est un conseil très bateau, mais c'est fondamental. Karine me disait, mais on en a tous conscience, on n'est jamais plus fort qu'en équipe, c'est évident. Et surtout, choisissez une équipe décalée. Ne serait-ce que dans les coups de blues, que tout le monde n'ait pas le même coup de blues en même temps, c'est fondamentalement important. Il y a toujours quelqu'un pour dire allez, on boit un coup et on s'y remet. Et éviter de trop boire de coups, effectivement. Si j'avais quelque chose à rajouter, c'est qu'il faut que les gens ils regardent au plus loin. S'ils ont une vision à court terme, ils vont s'essouffler et ils ne tiendront pas le choc. Il faut vraiment qu'ils regardent au plus loin. D'accord. Je vais être beaucoup plus pragmatique. On peut avoir de très belles idées, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, mais ne partez pas sans un matelas financier.
il faut impérativement beaucoup, même dans le service, pense que je vais faire du service, etc. Non, il faut, si vous n'avez pas au moins, je veux dire, je sais pas, comme ça, vu le nez, une année de salaire, ou parce que la quête de financement, le comportement des banques, et je suis désolée de le dire, d'accord, même si on a fini par en trouver une qui tient la route, mais une sur... j'ai 40 ans d'entrepreneuriat derrière moi, et c'est toujours les banques qui m'ont fait tomber. Donc, je veux dire, quand j'ai trébuché, ou quand j'ai mordu la poussière, c'était à cause de ça. Et je pense que si on n'a pas suffisamment un petit peu de pécule devant soi pour pouvoir arriver à enfin trouver le partenaire, et surtout de nos jours où c'est devenu pratiquement... Moi j'ai vu l'évolution, en 40-30 ans. C'est pas une bonne idée. Voilà. C'est peut-être un peu pessimiste, un peu noir ce que je dis, mais il faut le dire. Il faut le dire. Ouais. Karine, le mot de la fin. Faites-en un projet de vie. Parce que je pense que le plus compliqué, c'est de vouloir absolument faire un projet financier. Encore une fois, c'est vraiment la tendance que je trouve dommage dans ce monde de la Startup Nation, qui n'a pas l'écrémage à l'américaine, avec un taux de difficulté énorme qui fait que, bon, effectivement, si vous survivez, vous êtes vraiment viable. Nous, on est un peu entre deux eaux. On veut pas faire survivre tout le monde, mais on veut quand même en avoir un peu plus qui survivent, parce qu'il faut quand même avoir un peu une notion sociale derrière. Donc le problème, c'est qu'on survalorise tout, et qu'en fait, je pense qu'il faut, en tout cas dans le milieu de la défense, je sais pas pour l'entrepreneuriat, je dirais oser, clairement, et dans le milieu de la défense, venez pour la mission. Venez par la mission que vous aurez aux côtés des forces, travaillez avec eux, allez les voir, poussez la porte, et demandez-vous si votre produit il a du sens pour leur mission. Pas si votre produit il a une place sur le marché de sur un segment de marché défense. C'est pas un segment de marché économique comme un autre. S'il y a une mission derrière, et est-ce que vous avez un sens pour cette mission, et est-ce que vous êtes prêt à vous investir longtemps pour cette mission sans que ça ne rapporte tout de suite quelque chose. Donc long terme, voilà, pour la défense. Ok, merci beaucoup à tous. Merci à toi, c'était formidable. Ce moment avec moi, je pense qu'on va faire 2 épisodes quand même, parce qu'on est à 3 heures d'enregistrement. Même s'il y a beaucoup de rire et tout ça. Il y a plein de trucs en plus sur lesquels on a été hyper... Enfin, moi j'ai été hyper longue sur plein de trucs. Donc merci. Attendez, on fait une vraie conclusion. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions et d'avoir passé ce long moment en ma compagnie. Voilà, à très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci encore une fois à Elika Team de m'avoir reçu pour ces 2 épisodes haut en couleur. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens et de plus amples informations dans un article dédié sur le site internet www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode qui sera un hors-série cette fois et qui sortira le 26 avril très précisément, le temps de laisser mon hôte revenir sur Terre. Je n'en dis pas plus, à très bientôt donc. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous souhaitez soutenir encore plus Slice, abonnez-vous.